Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Ce propos sentencieux d'Aimé Césaire, qui alimente souvent nos discussions, a résonné cette semaine à la tribune des Nations Unies. L'Afrique change, du moins dans les discours, de plus en plus décomplexés, mais comme ceux du Togo, de la Guinée et du Burkina prononcés à la tribune des Nations Unies à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Analyse du contenu des discours, des prises de parole remarquables avec nos consultants du jour. J'ai l'honneur d'accueillir Luc Abaki. Luc, bonjour. Gilles, bonjour. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Et bon retour. Luc Abaki est journaliste, analyste politique. Luc sera cette semaine avec un grand retour. Sogoyou Kegewe. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Gilles. Et vraiment heureux d'être encore de retour aussi. Tu ne dis pas que moi je suis de retour. La dernière fois, je l'ai appelé grand retour. Et surtout, sera en paix cette semaine. Très réclamé par les téléspectateurs. Voilà, merci aux téléspectateurs et surtout à ceux qui ont réclamé ma présence. Mais malheureusement, on ne pourra pas être là tous les jours. Tout à fait. Nous avons, même retraités que nous sommes, nous avons quelques occupations. Et ce que nous faisons ici, nous le faisons juste par passion. Donc, souffrez que de temps à autre qu'on soit absent de ce studio. Merci. Les téléspectateurs sont très nombreux encore à l'écoute. Ils vont alimenter cette émission dans la seconde partie en envoyant les messages via WhatsApp. Je vous rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31 si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker en même temps cette émission pour la protéger. Abonnez-vous en même temps pour recevoir en temps réel nos programmes de New World Info et surtout partager cette émission pour porter très loin la voix de l'Afrique qui change. Chers consultants, la tribune des Nations Unies, vous avez suivi les événements cette semaine sans doute. Les langues se délient de plus en plus. L'exemple, par exemple, de certains discours. Mamadou Doumbouya, représentant la Guinée. On a suivi également le chef de la diplomatie togolaise prononçant le discours de Faure Mnanya Singbe. Je veux parler du professeur Robert Doucet. On peut citer également le représentant du Burkina Faso. Des discours totalement décomplexés. Luc Abaki, l'Afrique n'a plus froid aux yeux, apparemment. Ah ben oui, je pense que la bonne heure a sonné. Mais vous savez, si vous avez bien analysé tout ce qui se dit à la tribune des Nations Unies ici par un certain nombre de dirigeants africains, vous allez constater qu'ils sont en train justement de déverser tout ce qui avait été comprimé, ressassé, contenu pendant des décennies. Et donc tous ces faits-là étaient compilés, mais personne n'avait l'audace justement d'affronter les puissances occidentales pour pouvoir justement ressortir les ressentis et les frustrations qui marquent justement la vie du citoyen africain. Il a fallu précisément un pionnier en la matière. Je veux parler justement du Mali. Le Premier ministre par l'intérieur. Voilà. Non, pas même lui. D'abord, ça a commencé par Choguel Maïga en 2021, où il avait déclaré que la France avait abandonné le Mali en plein vol. Cela avait à l'époque suscité un vrai tollé général, l'iré même des autorités françaises, y compris le président Macron, qui avait estimé que c'était irresponsable, etc., etc. Et puis, l'année suivante, c'est donc Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim, qui était venu avec un discours encore plus construit, plus structuré, plus dynamique et qui attaquait véritablement là où ça faisait mal. Ce discours-là a été répandu un peu partout en Afrique comme dans le monde. Et donc, on a bien compris que c'est faisable, puisque après ces discours-là, la France a essayé justement de rester belliciste et belliqueuse, mais cela n'a rien donné. Cela n'a pas entamé la foi et la détermination des dirigeants maliens à continuer et assumer justement leur souveraineté. Et donc aujourd'hui, on a comme le sentiment qu'il y a une certaine effervescence, en tout cas le déclic étant déjà provoqué, les gens sont tout à fait à l'aise pour commencer à dénoncer ce qui doit être dénoncé parce que justement, il est l'heure que l'Africain commence à s'assumer en tant que tel. Sogoyou Kegewe, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les discours sont de plus en plus décomplexés? Au fait, si les discours étaient complexés, c'est qu'en réalité, les gens s'auto-censuraient.
on est aux Nations Unies, c'est le temple de la liberté d'expression, le temple de la démocratie, le temple des droits de l'homme. Il faut prendre les gens au mot. C'est ces Occidentaux-là qui disent tout ça. Donc il fallait depuis longtemps, avant aujourd'hui même, les prendre au mot pour que chacun dise ce qu'il pense. Mais en réalité, si les délégations africaines parlent comme ça, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont trouvé une tribune d'où tout le monde peut les écouter, aussi bien en Amérique, en Europe, en Asie, en Chine et partout. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la crise ukrainienne, les médias en Occident ont été bâillonnés. Aujourd'hui, dans certains pays en Europe, c'est comme autant de choses, comment on dit ça, autant de l'Union soviétique, avec un journal, La Pravda, ou bien autant de Cuba, Grama. Ça dit que les journalistes sont tellement opprimés, compressés que les populations de ces pays ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas ce qui se passe en Ukraine. Tous ceux qui suivent par exemple la guerre d'Ukraine en Europe et principalement en France, pour eux l'Ukraine est en train d'écraser la Russie. C'est ce que les médias la disent matin, midi, soir. Ceux qui suivent l'actualité africaine, pour eux, c'est les Nigériens, les soldats nigériens, les officiers nigériens qui sont les mauvais. Comment on peut traiter pour mauvais quelqu'un qui aime son pays et qui veut que les biens naturels de ce pays profitent à sa population? Donc ces populations ont été privées d'informations pertinentes. Donc nos ministres, que ce soit du Togo, du Burkina, du Mali et le président Doumbouya, se sont dit, mais voilà l'occasion pour qu'on dise aux opinions publiques de ces pays ce qui se passe en réalité. Que ce n'est pas les Nigériens qui cherchent noise à quelqu'un, que ce n'est pas nous qui cherchons des problèmes à la France, que le fameux sentiment anti-français vient de l'imagination plus ou moins fertile des gens qui en Occident ne veulent pas réfléchir, ils veulent des raccourcis, ils veulent excuser tous les crimes qu'ils ont commis sur l'Afrique depuis au moins 4 siècles. Mais aujourd'hui, je suis sûr que ceux qui ont écouté Bassolma Bazier, parce que c'est le discours le plus piquant, ceux qui l'ont écouté en Occident, ils vont changer d'opinion sur ce qui se passe en Afrique. Aussi bien Robert Doucet, aussi bien Diop et Doumbia, ils vont changer d'opinion parce que les gens ne savent pas. Alors, je me rappelle ici, dans nos débats, il y a des gens qui parlaient d'abus de liberté d'expression. Bon, quand vous avez un cerveau enfumé, il faut éviter certains propos. Il n'y a pas d'abus de liberté d'expression parce qu'un journaliste sait que la liberté d'expression s'arrête là où commence la déontologie. Donc, s'il y a viol de la déontologie, mais qu'on nous oppose ce viol. Donc, c'est pour dire que les gens ont une fois compris que de la tribune des Nations Unies, ils peuvent faire passer des messages qui autrement ne passeraient nulle part. Ils sont censurés partout. Luc Kabaki, mais le point commun de ces 3 discours qu'on a pris en exemple, c'est la dénonciation de ce que le Burkina a appelé l'hypocrisie et du mensonge d'État. Robert Doucet du Togo, lui, il dit carrément, lui, il est fatigué par cette forme d'impérialisme. Oui, bien sûr, il y a un agacement. Vous savez, pendant des décennies, justement, au lendemain de la décolonisation, la France, par exemple, a mis en place un schéma qui lui permet de continuer à téléguider les politiques en Afrique, en tout cas dans son espace, dans son giron d'intervention, que constituent donc les pays de l'Afrique francophone. Et pendant tout ce temps-là, les dirigeants étaient comme des vassaux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir la marge nécessaire pour prendre des décisions souveraines, des décisions indépendantes, visant justement l'épanouissement effectif de leur population. Donc, il a fallu que la France, malheureusement, continue par errer, par multiplier des erreurs de gouvernance, d'attitude, des langages orduriers qui ont fini par agacer les dirigeants africains, notamment ceux-là qui sont venus donc par les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et aujourd'hui au Niger. Et vous allez constater qu'en fait, c'est tous ces pays-là qui ont compris que, mais à un moment donné, mais c'est trop, c'est trop. Il va falloir qu'on commence à nous assumer en tant qu'êtres humains à part entière. Et donc, à partir de cet instant, aujourd'hui, on est heureux du fait qu'il y a l'opinion qui devient plus construite autour de la nécessité
d'assumer notre identité, de faire en sorte que nous soyons des États qui soient effectivement responsables et qui travaillent pour le meilleur devenir de leur population. Pendant longtemps, la France a toujours pensé que tant qu'elle n'intervient pas, tant qu'elle ne donne pas le OK, le là à un dirigeant, il ne peut pas prendre une décision qui permet justement de lui donner la marge, en tout cas, d'assumer l'identité africaine, l'identité du pays, etc., etc. Je pense que cette dénonciation-là provoque un déclic réel. Parce que, vous savez, avec les réseaux sociaux et tout ce que nous avons comme opportunité aujourd'hui en termes de circulation d'informations, l'opinion est suffisamment affûtée. Et les gens, de part et d'autre, commencent à véritablement dénoncer les carences, les insuffisances, les goulots d'éternement qui empêchent nos pays de s'épanouir. Et donc, nos dirigeants n'ont plus de choix que de suivre cette dynamique-là, parce que cela va de l'intérêt des peuples dans leur ensemble. Si ce n'est pas le cas, ceux qui sont encore réticents risquent justement de subir un coup foudroyant du fait que l'opinion devient plus fermentée, en tout cas contre les puissances occidentales qui nous engluent dans une forme de léthargie et qui nous empêchent justement d'éclore nos économies et de faire en sorte que nos États aussi puissent avoir leur voix qui porte dans le concert des nations. Sogoyo Kegewe. Oui, je crois que déjà il y a une expression qui dit « allumez vos cerveaux ». Nous avons eu aux Nations Unies des discours destinés à allumer les cerveaux des Africains. Parce que mais vous voyez, tout ce que ces gens ont dénoncé, mais c'est vrai, quand Robert Doucet dit qu'il est fatigué, en fait, ce n'est pas Robert Doucet qui est fatigué, c'est toute l'Afrique qui est fatiguée. Robert Doucet peut parler comme ça aisément, parce qu'il sait que même au niveau du Togo, toute la jeunesse est fatiguée. Il n'est que le porte-parole de tous les fatigués africains de cette planète. Donc, le Togo, Robert Doucet, exprime ce que la majorité de la population exprime. Ce n'est pas notre problème s'il y a des cerveaux non encore allumés et qui sont là pour critiquer ceux qui allument les cerveaux. Les Maliens, les Burkinabés avaient commencé ce travail de rallumer les cerveaux engourdis des Africains. Le colonialisme, la répression, l'esclavage avait effectivement fini, ajouté aux religions les plus bizarres, avait fini par engluer, par anesthésier les cerveaux des Africains. Il faut qu'on en finisse, il faut que l'Afrique se réveille pour dire, il faut que les gens sachent que si un pays dit « je veux avoir le contrôle de mes richesses », que ce n'est pas un délit, que je veux contrôler mes mines, que ce n'est pas contre quelqu'un. Si le quelqu'un là veut mes mines, il n'a qu'à venir, on discute, je lui vends ce qu'il veut acheter. Mais ceux qui sont habitués depuis 400 ans à manger cadeau sur le dos des nègres, mais ils ont des problèmes à accepter cette nouvelle donne où on leur dit, bon, nos mines de manganèse, de phosphate, d'uranium, de cobalt, venez, bon, on vous les vend, hein, comme on les vend aux Chinois, aux Turcs et aux autres. Non, ils ne veulent pas ça. Donc, les Africains ont pour devoir de mobiliser les opinions publiques africaines pour qu'on mette fin à ça, parce qu'en réalité, un régime seul ne peut pas mettre fin à ça. Et il faut ajouter que normalement, en tant qu'Africains, c'est ensemble qu'on doit se mettre pour sortir de cet esclavage où ce qui nous appartient en réalité ne nous appartient pas. On nous le prend de force et cadeau. Et si quelqu'un parle contre ça, on dit qu'il est ennemi de tel ou tel. On ne peut pas être ennemi. Le monde est planétaire. Aujourd'hui, les pays vivent les uns dépendants des autres. Les Africains ne peuvent pas faire abstraction de la France. Et la France aussi ne peut pas faire abstraction des Africains. Donc, nous vivons dans une interdépendance. Mais si quelqu'un est là, tous les jours, il tape sur la table, il s'agite comme comment on dit ça? Emmanuel Macron. Oh, Emmanuel Macron, celui-là. Donc, il s'agite, c'est Emmanuel Macron qui amplifie les coups d'État en Afrique. Mais justement, sur les coups d'État, les trois discours invitent à s'intéresser beaucoup plus aux causes de ces coups d'État que de vouloir traiter les conséquences. Et le Burkinabé allait même plus loin, jusqu'à dire, mais si l'ONU elle-même ne fait pas attention, le prochain coup d'État peut se produire à la tête de cette institution. Aujourd'hui, les causes des coups d'État se trouvent à l'Élysée.
Et apparemment, personne ne tire les leçons de ce qui se passe. On amplifie ces causes. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit ici, hein, que ceux qui suivent Macron dans ses menées va-t-en-guerre, mais ceux qui attaqueront le Niger, mais ces pays vont s'effondrer. Je le dis, je le répète depuis le début, ce n'est pas une nouveauté, que si un pays de la sous-région envoie des troupes effectivement pour se battre au Niger, mais je ne donne pas cher du régime de ce pays d'ici au mois de décembre. D'ailleurs, ils ont commencé à comprendre. Le Nigérian, il a baissé le ton. Le Sénégalais Angulier, lui-même dans ses emmerdes, je ne l'entends pas beaucoup. Il reste seulement 2 agités qui veulent en découdre avec le Niger. Or, ils n'ont pas les meilleures armées de la sous-région. Le Niger en ferait une bouchée. Quant à l'armée française elle-même, mais personne n'en a peur. On a vu ses contre-performances en Algérie, à Dien Bien Phu, partout où l'armée française est passée, on a vu ses contre-performances. Pourquoi nous, on aurait aujourd'hui, en tant qu'Africains, peur de l'armée française, alors que c'est nous qui sommes allés nous battre pour elle en 1939-45, plus de 150 000 Africains mobilisés et plus de 85 000 morts. Aujourd'hui, personne n'en parle. Le Burkina a eu à le rappeler. Hein. Oui, c'est ça que je rappelle. Personne n'en parle. Et un jour, quelqu'un nous rassasse les oreilles tous les jours, qu'il a perdu 50 combien. Mais nous pleurons bien ces 50 morts. Mais cessez de cracher sur eux. C'est vous qui crachez sur eux. C'est vous, les dirigeants français, qui crachez sur ces morts-là. Parce que si vous les mettez en parallèle, en comparaison, avec 150 000 et 85 000 morts, c'est que vous les réduisez à 0. Parce que 50 morts ne font rien devant 85 000 morts. C'est vous qui agressez vos propres soldats, vous les humiliez, vous les diminuez en les comparant à l'incomparable. Luc Abaki, le Burkina prédit un coup d'État à la tête des Nations Unies. L'ironie, elle est... Oui, elle est saisissante. Et puis elle interpelle aussi parce que, en réalité, les éléments qui ont été évoqués montrent clairement que, vous savez, la liberté, elle est inhérente à la nature humaine. Et donc, lorsque cette liberté-là est comprimée par des détours, par des attitudes malsaines, malhonnêtes, indécentes, qui visent à bâillonner toute une dynamique de construction de nos États, et on passe par une certaine hypocrisie démocratique, des attitudes dans la gouvernance, en tout cas, il y a des goulots qui sont assez lourds. Ça montre qu'à un moment donné, à partir du moment où nos esprits commencent à s'éveiller, l'effet boomerang sera très fort, les gens vont se libérer parce que cette liberté-là, elle fait partie intégrante de notre identité et de notre être. On ne peut pas continuer par vivre par procuration, simplement parce que des colons, des gens qui n'ont pas foi en eux et qui croient que leur devenir dépend forcément des richesses, des ressources des autres pays, ont décidé de créer des armes ou de les fabriquer pour venir donc nous faire peur, nous intimider et nous réduire à une vie d'angulier, de vassal. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, je pense que c'est un langage très fort qui doit interpeller et qui rappelle tout ça, tout ce que nous-mêmes on a eu à dire ici pendant plus de 2 ans à partir de tout ce qui arrivait au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, etc., etc. Cet appel que nous avons toujours lancé et qui demande qu'il y ait un assainissement de nos gouvernances, qu'il y ait une certaine liberté d'action, qu'on fasse en sorte que nos États commencent à capitaliser leurs atouts à partir donc des ressources humaines, des ressources minières, de tout ce qu'on a comme potentiel africain, qu'on puisse alors le valoriser, faire en sorte que l'Afrique désormais puisse compter en tant que continent à part entière, qui a justement son mot à dire et qui a sa vision qui concerne justement le devenir des citoyens africains. Regarde bien, Gilles, cette histoire de démocratie. La démocratie, c'est comme le discours du renard, du corbeau et du renard. Donc, on vient, on vous chante des chants démocratiques et on prend vos richesses sans savoir que pour qu'un pays soit démocratique, il faut que le peuple ait le minimum. Comment voulez-vous démocratiser des affamés? C'est la question que nous posons tous les jours. Maintenant, regarde ce qui se passe. Le double standard, le double langage. Il y a des rumeurs de guerre, des bruits de bottes sur le Niger. Des gens qui veulent attaquer et d'autres qui veulent aider. Et parmi ceux qui veulent aider se trouve le Burkina Faso, où un militaire qui a fait coup d'État, il faut le reconnaître, dirige le pays. Mais c'est le seul dans cette foire d'empoigne qui a pris le soin
de s'adresser à l'Assemblée nationale, aux élus du peuple, pour obtenir la permission d'envoyer son armée aider les Maliens. Mais les démocratiquement élus de pacotille, qui veulent aller déclarer la guerre au Niger, est-ce que quelqu'un a jamais interrogé son opinion? Non, parce que la démocratie, c'est être au service de la France. On n'a pas besoin de consulter l'opinion. Mais le jeune Traoré a donné une leçon de démocratie en consultant l'Assemblée nationale du Burkina avant d'envoyer les troupes aider le Niger en cas d'attaque. Les attaquants eux-mêmes, je vous l'ai déjà dit, les anglophones, le Nigeria, il a fini par écouter la voix du Sénat, de l'Assemblée et des populations du Nord. Le Ghana, depuis que le roi Ashanti a parlé, il s'est calmé. Mais dans les pays francophones, on s'en fout de l'Assemblée nationale, on s'en fout de l'opinion des populations. Et ces gens-là, c'est eux qui disent qu'ils sont démocratiquement élus. Et si un jour une fourmi piquait quelqu'un, on va dire « Hé, fourmi, toi aussi tu exagères, il est démocratiquement élu ». Ça ne veut absolument rien dire. Les fourmis vont manger tous ceux qui ont été démocratiquement élus, mais qui dirigent leur pays dictatorialement, sans consulter l'Assemblée, sans consulter les peuples. Mais concernant justement la démocratie, je voudrais ouvrir une parenthèse. Est-ce que Mamadou Doumbouya a fait des déclarations quand même troublantes sur la démocratie? Ce qu'il dit, ça mérite quand même réflexion. Je voudrais le paraphraser. Il dit que la démocratie est devenue un label que l'Occident octroie à des élites parce qu'elles sont, on va dire, en connivence pour piller les ressources du sous-sol africain. Il y a une certaine complicité. Oui, le Burkina même parle de piège de la démocratie. Tout à fait. Une fois, j'avais parlé ici des nègres de maison qui ont eu donc à jouer un rôle totalement pernicieux contre l'Africain lui-même, de sorte à profiter, justement, à donner toutes les failles nécessaires au pays occidental qui venait puiser nos richesses ici. Aujourd'hui, on a trouvé le concept de la démocratie, mais en réalité, c'est une farce. Pourquoi? Parce que au même moment où on vante de façon superficielle des concepts de cette nature, les actes que les gens posent, y compris même les puissances occidentales elles-mêmes, sont en contradiction ou aux antipodes même des principes démocratiques. Prenez l'ONU elle-même. Mais l'architecture même de l'ONU, c'est l'expression de l'injustice totale, parce qu'à partir de l'instant où on parle des États, tous les États devaient se valoir. Comment il se fait que, de façon pernicieuse, on choisit 5 États, sous prétexte qu'ils sont puissants, et ils ont le veto. Et c'est eux qui décident, en fait, de la direction à donner à l'humanité. Et donc, à partir de leur vouloir, de leurs intérêts, ils téléguident tout. De sorte que les pays qu'on considère donc comme étant des pays pauvres, des pays qui sont dans la nécessité, n'ont plus de voix, n'ont plus de possibilité à réagir. De quelle démocratie peut-on alors parler? Si ces instances-là qui ont été mises en place à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but de maintenir la paix et de faire en sorte que tous les citoyens du monde puissent vivre heureux de façon paisible et exprimer leur opinion et tout comme agir comme ils l'entendent, de sorte à participer à la création de la richesse nationale. Donc on a embrigadé les États africains, en tout cas tous ceux-là qui n'ont pas le visage des États développés, de sorte que, à partir des dirigeants complices, on puisse continuer justement à maintenir l'obscurantisme et à piller tout ce qu'on a comme ressources. L'Afrique a été véritablement déshéritée à tout point de vue, d'autant plus que, d'abord, je crois que Badier l'a rappelé, la première richesse qu'on nous a véritablement puisée, c'était les ressources humaines. Avec d'abord l'esclavage, et puis ensuite la colonisation, où on nous fait douter de ce que nous sommes capables d'être. Et donc, nous finissons par réfléchir par procuration, par douter, par penser que les modèles de développement, et ou bien tout ce qui peut donner sens à la vie humaine, doivent venir justement des pays occidentaux. Et tout ce qu'ils ont mis comme barricade pour nous empêcher de réfléchir au niveau de notre franc, enfin de l'argent, je veux dire, de la monnaie. Et tout ce qu'on a mis fait qu'aujourd'hui, nous pensons que s'il n'y a pas de puissance occidentale, l'Afrique ne peut pas se développer. Ce qui est archi faux.
Parce qu'en réalité, quand vous étudiez, vous verrez qu'à tout point de vue, l'Afrique est le continent le plus loti. Aussi bien sur le plan des ressources humaines, des ressources minières, des ressources naturelles, des eaux et fleuves, du soleil, etc. C'est un potentiel inouï. Il est temps que ceux-là que nous allons avoir comme dirigeants commencent d'abord à tenir ce genre de discours qui défait les nœuds qui avaient été montés dans nos esprits et qui nous faisaient penser qu'on ne peut que subir la vie plutôt que d'en être de vrais acteurs. À partir de cet instant-là, je pense que dans les années à venir, il y aura une inversion totale de la situation parce qu'il suffit que les Africains commencent à être conscients de ce qu'ils valent en termes de potentialité pour que demain, l'Occident finisse par avoir des difficultés même pour accéder même à nos continents. Vous voyez, même pour avoir le visa, aller en Europe aujourd'hui, c'est difficile. Je pense que dans les 10 années à venir, ce sont les Européens qui auront toutes les difficultés. On aura le retour de l'ascenseur. Venir dans nos pays parce que bon, ben, on se sera... Vous, carrément, il me semble que vous méritez une médaille de la part de Niveau de Forum, hein, une médaille prophétique. Vous avez prédit la chute de Bazoum, c'est arrivé 2 semaines après. Longtemps avant tout le monde, vous avez parlé de ce piège de la démocratie à l'occidental. Moi, il faudrait qu'on donne un plus grand rôle à nos professeurs d'histoire. Nous avons des professeurs d'histoire. Ils connaissent l'histoire en général, l'histoire de l'Afrique. Mais les programmes qu'on leur fait ne leur permettent pas d'enseigner cette histoire. Parce que si on connaissait tant soit peu l'histoire de nos pays, mais je vous ai dit, si quelqu'un vient te dire démocratie, il faut lui donner un coup de pied dans les fesses. Parce que la démocratie était là. Nos pays ont été indépendants quand 1960. Mais la démocratie existait déjà en Europe. Elle existait en Amérique, en Angleterre. Mais est-ce que nos pays ont été gérés sur des bases démocratiques en ce temps-là? Non. C'était les travaux forcés. J'espère que ton papa n'a pas vécu les conséquences des travaux forcés jusqu'en 1960, mais les nôtres ont vécu ça. Beaucoup de gens du Nord Togo, pourquoi ils ont immigré dans les plantations café cacao, dans le Clouto, la Koso et même jusqu'au Ghana? C'est les travaux forcés. Si on te cherche pour te prendre pour les travaux forcés, on ne te trouve pas, on prend ta mère ou ton père, on lui met une corde au cou, on l'attache avec les moutons chez le chef. Est-ce que c'était démocratique? Comment des gens qui nous dirigent comme ça? Aujourd'hui, au moins, nos pays ne font pas ça. Le peu qu'ils font, on doit les encourager, les louer, les encourager. Et sans ce moment qu'on vient, démocratie, démocratie, démocratie. Mais quand le blanc dit démocratie, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Ils ont réussi avec la démocratie à faire quoi? À nous démobiliser. Aujourd'hui, dans un petit pays comme le Togo, tu te retrouves avec plus de 120 partis politiques. Mais la tour de Babel même ne comportait pas autant de langues différentes. Alors, les 8 millions de Togolais, divisés en 120 partis politiques, passent leur temps à se boxer au lieu de se concentrer sur les problèmes de développement du pays. Et même Patrice Talon dit que les partis politiques sont devenus des instruments, les fourchettes avec lesquelles chacun cherche à tirer parti de son gâteau national. Oui, celui-là, je ne veux pas parler de lui parce que je ne veux pas une plainte à la hack contre moi. Sinon, la seule chose que je dis, c'est qu'il sait de quoi il parle. Est-ce que tu vois donc? Ces histoires de démocratie, ça ne marche pas. Nous devions chercher nos voies nous-mêmes. L'Europe même n'est pas démocratique. Dans quel pays européen un singleton sort, on ne sait d'où, en 2 jours il devient président de la France? On ne l'avait jamais connu avec tel parti politique et rien. Il y a eu élection, Emmanuel Macron a gagné. Oui, les élections telles qu'elles sont organisées en Europe. Ah, c'est ça aussi que nous aussi on a appris à organiser ici. Après, il y a des fraudes. C'est vous. J'étais dit qu'au temps de Tibéri, de Jacques Chirac, mais la femme de Tibéri a dit, ben, si vous emmerdez mon mari, moi je vais dire des choses qui vont exploser 5 fois la République. Et pourquoi? Parce qu'on recensait les morts qui votaient. Tu comprends, non? On va au cimetière, on relève les noms des gens, on leur trouve des adresses et ils vont voter. Voilà comment ça fait la démocratie dans ces pays qui passent leur temps à donner des leçons, la France des droits de l'homme. Mais il n'y a pas que celui qui dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France, mais il ne croit pas si bien dire. Aimé Césaire. Aimé Césaire connaît par exemple les embrouilles, les emmerdes de Haïti. Et la France est aujourd'hui en voie de haïtiser nos pays. C'est-à-dire que d'énormes richesses, mais les plus pauvres, les plus miséreux. 26 millions de Nigériens, du pétrole, de l'uranium, de l'or et beaucoup d'autres choses dont on ne parle pas, suffisait pour que tous les Nigériens vivent à l'aise.
Aujourd'hui, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité. Le peu d'électricité que le voisin nigérien leur donnait, on lui a dit de couper, il a coupé, et Dieu est allé frapper sa centrale de distribution, elle a brûlé. Donc, comment un pays qui produit l'uranium peut être réduit à cette extrémité de misère? Et le pays qui est auteur de cette misère ne se sent pas du tout concerné. Il n'y a pas du tout le désir d'améliorer. Non, écoutez, c'est vrai, on s'est trompé. Non, il n'y a pas ça. On veut prendre davantage et gratuitement. Donc, ces histoires de démocratie-là, moi, je le dis, écoutez, ça ne marche pas. Si ça marchait, le Togo n'aurait pas plus de 100 partis politiques. Je parle de ce que je sais. Luc Abaki. Dans tous les cas, pour compléter, je dis que, en fait, il faut interroger ou questionner un peu la vocation d'une gouvernance d'État. On ne peut parler de gouvernance autrement qu'en visant le meilleur devenir de la population, en tout cas des gens au nom de qui on travaille. Alors, si pendant plus de 60 ans où nous avons proclamé nos indépendances, on se rend compte que nous marchons à reculons et que tous les concepts ainsi déversés dans nos pays ne prospèrent pas, en tout cas n'ont pas un impact direct sur la vie et le devenir du citoyen, mais il y a déjà un problème. Oui, Mamadi Doumbouya a dénoncé cette forme de gouvernance. Oui. Il dit, mais le peu de temps qu'il a passé à la tête de la Guinée, mais il a vu des choses... exactement, incroyables. Incroyables, oui. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de la politique, ça flirte immédiatement avec quelque chose d'immoral, quelque chose d'indécent, quelque chose d'insincère. Au point où quand on dit, ah non, ben, c'est la politique, c'est pour dire qu'il y a des jeux. Il y a une forme d'inhumanité lorsque les gens font de la politique. Or, normalement, le politicien, c'est celui-là qui est chargé de réguler la vie sociale. À partir de quoi? À partir du mode de pensée. De tout ce qui caractérise une vie civilisationnelle et qui permet d'évolution progressive d'une société. Donc, si ce type de gouvernance-là, jusqu'à présent, n'a donné aucun résultat, et on a comme l'impression qu'il y a même un affaissement progressif des valeurs identitaires qui permettent le vivre ensemble et qui permettent à chaque citoyen de se sentir fier d'appartenir à quelque chose de commun, ça veut dire qu'il y a du recul et que tous ces concepts-là ne peuvent pas marcher. Maintenant, on a besoin des gouvernants qui sont foncièrement humains, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent et agissent véritablement dans le sens de provoquer le déclic du développement, d'épanouir la population et de faire en sorte que chaque citoyen soit conscient de sa contribution dans la création de la richesse nationale et dans la consolidation justement de la paix, du vivre ensemble, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, tout ce qui a été conçu de façon théorique et qui nous a été transplanté ne peut plus prospérer. Je crois que les nouveaux dirigeants, par exemple du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Burkina, de la Guinée, ont compris cela et ils ont donc opéré une forme de césure en décidant de mettre en place un système politique qui soit propre et en adéquation avec les aspirations profondes de leur peuple. C'est ce qui fait qu'il y a un effet d'attachement au sein donc de l'opinion et qui est en train justement de se métastaser et qui finit par contraindre beaucoup d'autres chefs d'État à rentrer dans la dynamique, auquel cas il risque d'être resté sur le carreau. Un autre dénominateur commun de ces trois discours, on peut ajouter même d'autres, le discours du Mali par exemple, c'est le non profond à l'intervention, la fameuse intervention de la CEDEAO au Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Togo a dit par exemple, le Togo, il a été très clair, ne servira jamais de base arrière pour attaquer un pays frère. Mais c'est une honte, c'est un scandale, c'est un crime contre l'humanité qu'un pays de la CEDEAO attaque le Niger. Et ceux qui le font là, un jour on va les juger à la CPI. Ceux qui vont attaquer le Niger, un peuple éprouvé par la misère que lui impose la France depuis 60 ans. Un peuple éprouvé par tous les pillards comme Bazoum et sa bande. Il avait combien de conseillers à la présidence? 2000 combien? Conseillers à la présidence. Ça dit que pour dilapider l'argent du pays là, on ne peut pas trouver meilleur canal. Donc, et c'est ce peuple qui souffre, qu'au lieu que les autres pays de la CEDEAO disent non,
on va vous aider à relever un peu votre niveau de vie. Les gens disent, on va aller attaquer. J'ai déjà dit, qui veut aller attaquer aujourd'hui? Les mêmes qui veulent... les gens prennent les Nigériens pour des idiots. Ils sont tous sauf idiots. Vous fermez vos frontières. Des lignes interminables de camions gros porteurs sont alignés sur des kilomètres et des kilomètres. Et vous venez, comme si le cynisme n'avait pas de limite, dire aux Nigériens d'ouvrir leurs frontières parce que vous voulez amener l'aide humanitaire. Mais les gens ont des biens. On vous dit de laisser passer les biens, vous refusez, vous préférez l'aide humanitaire. Pourquoi? Parce que entre-temps, les soldats français ont déjà atterri dans le pays voisin. Et ouvrez vos frontières, nos mercenaires vont venir vous attaquer. Mais les Nigériens vont préférer mourir de faim que d'accepter l'aide de ceux qui veulent les tuer. Ils ont fait la même chose en Libye. Au nom de la démocratie, on a rasé la Libye. On a tué lâchement Kadhafi. Je vous ai dit qu'on voulait même tuer son fils Saïf el-Islam et que c'est un commando russe qui l'a libéré des mains des commandos français et qui étaient chargés de le tuer. Donc, ils veulent faire la même chose. Parce qu'ils gardent des secrets. Oui, parce qu'ils veulent faire la même chose au Niger et nous, les pays africains. Au temps de Kadhafi, la communication n'était pas aussi ouverte. Les gens ne savaient pas exactement ce qui se passe. Mais aujourd'hui, quand nous sommes informés à la minute près de ce qui se passe, qu'on dise qu'un pays noir veut attaquer le Niger pour mettre un arabe perdu quelque part au pouvoir, je vous dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont fous. Il faut les traiter tous. Il faut les amener tous dans un asile. Donc, dans tous les cas, je vous ai dit ici depuis le départ que personne n'attaquera le Niger. Tout pays ouest-africain qui attaque le Niger, il est dégommé. Je crois que Poutine a eu à le dire, Kim Jong-un a eu à le dire. Bon, si la quincaillerie que la France a débarqué à Cotonou peut défier et Poutine et Kim Jong-un, qu'ils aillent essayer. Lucas Baki, Robert Dossédi, le Togo ne va pas servir de base arrière pour attaquer un autre pays frère. C'est un message très fort, mais est-ce que moi je me dis, mais pourquoi ce discours n'a pas été prononcé à la CEDEAO? Eh bien, justement, je crois que, en tout cas, c'est de façon progressive. Hein. Vous savez, le Togo a toujours pris, en tout cas, lorsqu'il y a eu des sujets de coups d'État, de sanctions, etc., le Togo a toujours pris une position relativement raisonnable. Et donc, une position relativement médiane et qui montre qu'en fait, on est en train de développer les valeurs sociales qui doivent, en principe, conforter notre vivre ensemble. Si la CEDEAO a été mise en place, c'est qu'il y avait besoin de mutualiser des forces, de créer une dynamique unitaire qui permet d'évoluer ensemble. Comment il se fait qu'aujourd'hui, on renonce à ce principe sacro-saint de la solidarité, de l'unité, et donc on décide d'attaquer un membre de ce regroupement, simplement par caprice ou simplement pour préserver un concept guindé que quelqu'un est élu de façon démocratique. Et donc, en prenant l'option militaire, c'est un raccourci tout à fait immoral qui ne rend même pas compte de la densité même du leader que nos dirigeants sont supposés incarner. Parce que le leader, c'est celui-là qui exprime le mieux son humanité, c'est-à-dire les valeurs dans lesquelles les êtres humains doivent se retrouver. Mais la violence, l'agressivité, tout ça, c'est les aspects périphériques de l'être humain. Tout ce qui est instinctif et qui recourt donc à la force montre que vous avez échoué quant à l'usage rationnel de votre intelligence, de vos facultés, de tout ce qui vous caractérise en tant qu'humain et par lesquels vous pouvez convaincre autrui. Et donc, à partir de cet instant-là, je pense que le Togo est en train de montrer la voie. Même si pour le moment, ce n'est pas de façon déterminante, je pense qu'il y a la volonté. Maintenant, il faut conforter la capacité de nos États à pouvoir impacter véritablement cette gouvernance-là, de sorte qu'il n'y ait plus du faux, qu'il n'y ait plus des positions qu'on ne peut pas admettre. Parce que tout cela crée des frustrations, des révoltes, et c'est ça qui entraîne, je pense que Bazir l'a dit, tous les coups d'État que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Je voudrais aussi préciser qu'en fait, ce débat que nous menons aujourd'hui ici avait été mené par le passé, au moment de la décolonisation, etc., par un certain nombre de leaders qui étaient portés par le besoin
d'épargner la population et de gouverner par eux-mêmes. Mais qu'est-ce que la France a fait? Ils ont été tous tués. Ils ont été tous tués. Oui, le discours burkinabé l'a souligné. La France peut aujourd'hui se proclamer ou s'autoproclamer pays démocratique, pays des droits de l'homme, alors qu'elle a une histoire aussi lourde, chargée de tout ce qui est inhumain. Vous voyez? Alors qu'en vérité, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Bazé l'a encore rappelé que l'histoire des droits de l'homme, mais c'est du Mali, l'Empire mandingue. Avec la charte de Kourou c'est la charte la charte des droits de l'homme. Ça vient de là-bas. Donc en réalité, nous n'avons pas de leçon à recevoir de qui que ce soit pour peu que nous commencions à avoir confiance en nous et à croire en nous en tant que créature à part entière qui devra s'assumer sans pour autant compter sur qui que ce soit parce que la nature, l'environnement qui nous entoure regorge de tout ce dont nous avons besoin pour nous construire. Ouais, il me reste 2-3 minutes, mais je voudrais qu'on aborde 2 sujets. D'abord, le fait qu'on n'oppose pas, à mon avis, assez l'histoire ou le résultat de la Libye aujourd'hui à la volonté de la France d'imposer la guerre et de tuer Kadhafi sur place. On ne la convoque pas assez devant la tragédie aujourd'hui qui se joue en Libye et puis le fait d'avoir refusé la parole au Niger devant les Nations Unies. Je voudrais qu'on... une minute chacun pour terminer cette... Le Niger est activé, soutenu par les nègres de maison. Voilà. C'est eux aussi qui ont encouragé le meurtre de Kadhafi. Pourtant, Kadhafi était très généreux envers eux. Kadhafi leur donnait tout ce qu'ils voulaient, mais ça ne les a pas empêchés de s'ajouter à Sarkozy pour le tuer. Donc aujourd'hui, il ne peut pas parler de Kadhafi, mais Kadhafi, on parlera de plus en plus de Kadhafi, jusqu'à ce que ceux qui l'ont tué s'effondrent eux-mêmes. Mais pourquoi on ne demande pas des explications à la France? C'est-à-dire qu'il faut... La France est un pays démocratique et des droits de l'homme. Donc si elle te tue, c'est démocratique. Il faut des conférences sur des conférences pour interpeller la France à venir s'expliquer. Je dis, c'est un pays démocratique et des droits de l'homme. Si la France te tue, c'est la démocratie qui t'a tué. Si elle te tue, c'est le manque de tes propres droits de l'homme. Et l'autre, elle a ses droits de l'homme. Les droits de l'homme de la France, c'est le droit de tuer et de piller. Aujourd'hui, c'est des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Qatar, qui exploitent gratuitement le pétrole libyen. Et tous les idiots, tous les choses malfrats, qui se disaient ministre de Kadhafi, à Benghazi, on fait la révolution, le peuple marche. Ce peuple n'était qu'un ramassis de mercenaires, ramassés aux 4 coins du monde pour aller marcher en Libye, parce que les Libyens étaient le peuple le plus économiquement et socialement satisfait dans toute l'Afrique. Ils vivaient mieux que les Européens. Oui, disons que lorsqu'on refuse par exemple la parole à un État, à une tribune qui est censée donc agglomérer tous les États du monde et recueillir les opinions de chacun. Comment on peut expliquer ça? C'est aussi cela la démocratie. C'est donc la preuve évidente que ceux qui décident, en tout cas les puissances occidentales, ont l'impression qu'elles ont une primauté sur nos États et que donc elles peuvent décider de notre sort comme elles veulent. La preuve en a été que lorsque la France a eu maille à partir avec le Mali, et le Mali a porté plainte, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire à la tribune officielle, mondiale, qui peut donc travailler pour réguler la justice sociale. Comment il se fait que cette plainte-là ne prospère pas et que la France elle-même travaille chaque jour pour étouffer et empêcher que cette plainte puisse prospérer? Parce qu'elle est consciente, si vous voulez, de tout ce qu'elle a fait. Et lorsqu'on la dénude de cette manière-là, du coup, ça effondre son image et donc sa capacité à être impérialiste, influenceuse, etc. Mais dans tous les cas, elle ne perd rien à patienter parce que tel que les opinions sont développées aujourd'hui, tel que l'élan a été pris, il n'y a rien qui puisse empêcher l'évolution progressive, donc, ou en tout cas la métastase absolue de cette dynamique-là qui va finir par effondrer véritablement cet empire français. Le Burkina a répondu aussi au passage à Éric Zemmour qui ne veut plus de délinquants ou chômeurs africains en France. On va revenir sur cet aspect dans la seconde partie de New World Forum avec les contributions des téléspectateurs. Mais n'oubliez pas, vous qui nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, de liker cette émission, de la partager et de vous abonner à la chaîne New World TV pour recevoir en temps réel nos programmes. À tout de suite.